Alors qu'en fait, c'est tout un modèle d'organisation sociale, d'organisation économique, d'organisation productive qui est à penser en fonction de ce réchauffement climatique qui est en train de s'emballer. Enfin, là, il y a un autre phénomène qui nous attend qui s'appelle le phénomène El Niño, qui est un réchauffement des océans et notamment de l'océan Pacifique et de l'océan. Ça part de l'océan Pacifique et ça amène effectivement de la chaleur, y compris jusqu'en Europe quelquefois. Pardon parce que je bafouille. Mais là, les chercheurs parlent d'un El Niño tellement exceptionnel qu'ils l'appellent Godzilla. C'est-à-dire qu'en fait, on va subir, là, dans les prochains mois, des événements climatiques extrêmes dans le monde, comme des moussons absolument ingérables qui vont générer des pertes humaines, là, on rentre dans le monde de l'incertitude. Et ce que montre ce qui s'est passé en France aujourd'hui, cet été, c'est qu'il y a un manque d'anticipation de ce qui se passe. Mais tout ne peut peut-être pas se faire en un jour. Une capacité à nous assurer, par exemple, aujourd'hui, les assurances. Enfin, moi, je vous dis que dans les prochains mois, par exemple, le débat, ça va être l'assurance. Est-ce que les assurances vont continuer à assurer ? Et alors là, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple ? Mais l'État doit, par exemple, revoir le régime de catastrophe naturelle. Je l'avais déjà proposé dans un rapport et dans une proposition de loi sur le retrait-gonflement des argiles qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale, qui n'a pas été suivie au Sénat. Aujourd'hui, les assurances ne vont plus assurer. Si vous avez une maison qui n'est plus assurée, vous perdez toute l'épargne que vous avez faite durant votre vie. C'est extrêmement grave. Et en fait, on a l'impression qu'on prépare un budget comme si rien ne s'était passé. On est dans la fin d'un monde et il faut le comprendre. En fait, il faut l'affronter. Vous avez parlé de risque de méga inondation. Bon, on en a eu déjà des inondations très fortes l'année dernière, à l'automne dernier, effectivement du côté de l'ouest de la France. L'ouest de la France qui aujourd'hui est très sec, avec des températures qui quelquefois ont dépassé les 40 degrés, notamment du côté du Poitou. Et c'est vrai que certains ont pu se dire, que ce soit des agriculteurs ou que ce soit de simples citoyens, ont pu se dire, si on avait stocké l'eau, ça vous fait sourire. Oui, parce que le stockage de l'eau, ça s'appelle les nappes phréatiques, ça s'appelle avoir une gestion de l'eau qui entretienne encore une fois les petits ruisseaux qui entretiennent les zones humides et faire des méga-bassines. Les méga-bassines, en fait, c'est des espèces de grandes piscines dans lesquelles l'eau chauffe et s'évapore bien plus vite que dans une nappe phréatique. Où est-ce qu'on pense que c'est ça la solution ? Est-ce qu'il va y avoir des endroits sur le territoire dans lesquels c'est moins nocif que d'autres ? On entend les conséquences que ça peut avoir dans des endroits où les nappes sont vides, etc. C'est pas le cas partout. Est-ce que dans certains territoires, ça peut avoir un sens, peut-être pas des méga-bassines, mais d'avoir une forme de stockage d'eau ? Mais partout, il y a des méga-bassines naturelles qui s'appellent les nappes phréatiques. En fait, je pose la question de par le GIEC ou le BRGM disent que ça ne peut pas être la solution, mais que ça pourrait être une des solutions. Non mais en fait, ces méga-bassines naturelles existent, ça s'appelle les nappes phréatiques. La question c'est comment on partage l'eau. Et en fait, la méga-bassine, ce qu'elle évite, c'est la question du partage. C'est-à-dire que c'est une appropriation individuelle à des fins de rentabilité économique. Pour quelques agriculteurs. Je rappelle que les méga-bassines ne servent que 6% de l'agriculture. Donc en fait, on est dans une appropriation de l'eau. Et juste, j'en termine sur l'eau, parce que ça va être un sujet majeur. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé que l'avenir de la France, c'était les data centers qui consomment plusieurs millions de litres d'eau par jour, le nucléaire qui consomme aussi de l'eau et les méga-bassines. En fait, on rentre sur les nappes phréatiques, si on prend l'exemple du Poitou, donc il y a Sainte-Soline dans le Poitou notamment. Ce sont des nappes phréatiques dont la durée dans laquelle l'eau séjourne, c'est un mois. Après, elle s'en va. Donc en fait, l'eau, elle ne reste pas dans ces nappes. Le marais Poitevin a été assiégé en partie en raison de l'agriculture intensive et de l'irrigation. En fait, on ne peut pas. Non mais on ne peut pas. De recharge très rapide dans le Poitou. Dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, ce ne sont pas quelques méga-bassines qui résoudront la crise agricole. C'est impossible. Il faut changer les méthodes agricoles. Il faut résoudre. Diminuer la quantité de maïs. Et pour diminuer la quantité de maïs, il faut aussi diminuer la consommation de viande. Je reviens là-dessus, mais c'est absolument essentiel parce qu'une partie de ce maïs est destinée à la consommation animale. Et en fait, à un moment, si on ne modifie pas nos modes de production, y compris agricoles, alors il n'y arrive pas. Mais je veux aussi dire qu'il faut agricole. C'est-à-dire qu'il faut penser à un revenu minimal agricole. Je regardais hier. Les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail.
aujourd'hui, et là on le voit depuis cet été, les agriculteurs, une partie des agriculteurs ne va pas du tout vivre de son travail. Si on versait un revenu minimal de 1 000 € aux agriculteurs, ça coûterait à peu près 5 milliards. Pourquoi on ne verserait pas une aide exceptionnelle en matière de revenus agricoles? Un revenu ou une aide? Un revenu mensuel de 1 000 € ça coûterait 5 milliards. Et en fait, là, dans la loi du plomb, parce qu'on nous a présenté plusieurs lois d'urgence qui n'ont absolument rien résolu à la crise agricole. Et dans la loi du plomb, il y avait une mesure qui était que les agriculteurs ne peuvent vendre à un prix qui est que s'il est supérieur à leur prix de production. Cette mesure a été supprimée par le Sénat. Je n'ai pas entendu les agriculteurs se plaindre de cela. Pourquoi? Moi, j'étais hier dans le Poitou. La coordination rurale est venue m'empêcher de parler. On a trouvé une solution pour que j'aille faire ma conférence ailleurs. Mais en fait, ils s'en prennent aux écologistes au moment où les écologistes sont leurs meilleurs alliés en matière de revenus. Est-ce que vous pouvez quand même entendre que pour des agriculteurs, quand vous leur dites, en fait, on va vous donner en l'allocation, ça peut être inentendable. Mais quand on a discuté de la loi... produire pour vivre de leur travail. Oui, sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que les modalités de la production ne permettent pas de faire vivre les agriculteurs. Et quand je vois à quel point on court et on fonce dans une agriculture intensive, je me dis que nous allons vers une hécatombe des petits agriculteurs. Et en fait, c'est cela le sujet. Pour maintenir une petite agriculture, il va falloir accepter une partie de l'aide. Et quand vous dites que les agriculteurs n'acceptent pas des allocations, mais enfin, la PAC, c'est quoi? La PAC, c'est quoi? Simplement, c'est une PAC, c'est la politique agricole commune qui renforce les grandes exploitations. La politique agricole commune, c'est une aide à l'agriculture pour faire en sorte, et elle devrait être orientée pour faire en sorte que les petits agriculteurs s'en sortent. Vous restez avec nous, je vous coupe, pardon, vous restez avec nous, on va parler politique nationale dans quelques secondes. D'abord l'info en 1 minute, il est 8h48 et voici Marie-Marthe. Un incendie parti jeudi dernier à Luglon dans les Landes est désormais fixé. Annonce de la préfecture ce matin qui annonce que la moitié des personnes évacuées peuvent désormais rentrer chez elles. Le feu ne progresse plus mais il n'est pas encore éteint. Les pompiers restent donc vigilants. 1700 hectares au total ont été parcourus par les flammes. Le Premier ministre au chevet de la Gironde aujourd'hui accompagné de 6 ministres. Sébastien Lecornu va rencontrer élus et représentants du territoire après ce feu massif qui a brûlé 42 000 hectares fin juillet. Le Premier ministre était déjà hier encore. 183 maisons ont été détruites par les flammes. De nouvelles frappes ukrainiennes en Russie. La nuit dernière près de la frontière avec l'Ukraine. 4 personnes ont également été blessées. Et puis un Léon Marchand brillant hier en clôture des championnats d'Europe de natation à Saint-Denis. Le quadruple champion olympique a remporté l'or sur l'épreuve du 400 mètres nage libre devant les cadors de la discipline. Le Toulousain qui est allé au passage Le 8h30 France Info, Adrien Bell, Camille Foucault. Et nous sommes toujours sur France Info avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. On va parler de l'avenir de la gauche et des écologistes à la prochaine élection présidentielle. C'est dans 9 mois seulement et on ne sait toujours pas ce que feront les écologistes. Marie Tondelier a pris la parole ce week-end pour appeler les forces de gauche de Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, à se parler pour trouver une candidature commune tout en maintenant sa propre candidature. On n'y comprend rien. Sandrine Rousseau, est-ce que les écologistes seront ou non sur la ligne de départ dans 9 mois? Marie Tondelier, puisque visiblement elle décide un peu toute seule des choses. Donc voilà, je n'ai pas d'informations. Moi, je souhaite que nous n'y soyons pas, mais je souhaite aussi dire que là, il faut discuter avec la France Insoumise, comme il faut discuter avec le Parti Socialiste. Vous êtes notoirement plus proche de Jean-Luc Mélenchon, pardon. Discuter avec la France Insoumise, ça veut dire aussi discuter dans un cadre, c'est-à-dire avec des échéances, avec des objectifs. Et là, je m'interroge sur cette lettre qui arrive juste après un accord sénatorial sur les élections sénatoriales qui va renforcer la gauche. D'ailleurs, je ne sais pas tellement ce que c'est cette gauche. Je ne sais pas tellement quelles sont leurs propositions et leurs lignes forces, mais en tous les cas, les socialistes, place publique. Oui, mais quelles sont leurs mesures? Quelle est l'analyse de la situation, par exemple, sur la sécheresse? Moi, j'ai pas entendu la gauche non mélenchoniste là sur la sécheresse, sur l'effet de rupture avec le système économique de croissance productiviste qu'on doit mettre en place. C'est des propositions qui ne sont peut-être pas les vôtres. En tous les cas, donc cette
gauche non mélenchoniste a été renforcée par l'accord sénatorial qui vient d'être signé par notre propre parti. Et juste après avoir évacué LFI de cet accord, eh bien on dit on va écrire à LFI pour se rencontrer. Moi je trouve que tout ça est un peu léger en réalité et que c'est presque le pire de la politique. C'est-à-dire que quand on a des places à gagner, on y va. Quand on n'a pas de place à gagner, on n'y va pas. Je pense que la politique c'est quelque chose qui est une ligne qui doit s'incarner dans une ligne politique. Là aujourd'hui, il faut assumer une ligne anti-productiviste, anti-croissantiste et faire en sorte que nous assumions une rupture avec le modèle économique. Donc, le pire de la politique, très grand danger. Je dis pas qu'elle fait le pire de la politique, je dis que je ne comprends pas sa ligne. Et vraiment, je ne la comprends pas. Au plus exactement, je trouve qu'elle occupe le terrain jusqu'à ce que les socialistes trouvent leur candidat et le désignent. Et qu'en fait, c'est une manière aussi de tenir des militants écologistes qui, pour certains, sont tentés d'aller soutenir LFI parce qu'il y a un programme plus clair, en fait, que dans la social-démocratie telle qu'elle est actuellement et dont on ne comprend pas complètement la ligne. Quand on vous écoute, on se dit que vous êtes prête à faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais moi, je suis prête à ce que je veux que la gauche gagne. Je veux que la gauche gagne. Et je veux pas que ça soit une gauche d'accompagnement d'un système de croissance. Je veux que ce soit une gauche qui comprend les enjeux sociaux majeurs, les enjeux écologiques majeurs qui sont face à nous. Enfin, nous nous affrontons à ce défi inouï qui est face à nous, qui est que le réchauffement climatique est créé par l'homme et que donc nous avons tous les moyens de le réduire et de nous adapter à condition d'y mettre les moyens. Que la crise sociale est créée par le système économique que nous avons actuellement et que nous avons tous les moyens de le faire. Total, par exemple, a fait 11 milliards de bénéfices cet été. Total, c'est l'entreprise qui nous met le plus en danger. C'est une des 5 majors de production du pétrole. 11 milliards de bénéfices. Il n'y a pas une annonce de taxation de ces bénéfices. Total, qui, on rappelle, a aussi effectivement bloqué les tarifs de son carburant en faisant du bénéfice. 11 milliards. Ces gens ne veulent pas notre bien, ils veulent notre argent. Il faut comprendre. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, ce matin dans Libération, dit « Je dois reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est celui qui intègre le plus la question du climat dans ses propositions économiques et sociales ». Vous êtes d'accord avec ça, en fait ? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à gauche, Jean-Luc Mélenchon a un programme qui s'affronte à ce défi écologique, mais qui encore une fois complexe et difficile, mais qui est absolument indispensable. Mais qui d'autre à gauche ? C'est toute la question. Donc ce sera toute la question, en fait. Et moi, j'entends que le Parti socialiste fait une primaire qui n'a que comme seul objectif de se distinguer de LFI. À la fin, je leur dis, mais là, on vient de passer une crise climatique énorme. Quelles sont vos propositions ? Je n'ai pas entendu le Parti socialiste en avoir la moindre. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Merci Camille Vigonne-Lecoat. Le Nouvel Obs, restez avec nous. Et à 8h54, c'est l'heure de retrouver votre série de l'été avec celles et ceux que vous avez entendus sur notre antenne ces derniers mois. Ils ont fait l'actu et ce matin, Annick Dufis, maire de Malandry dans les Ardennes. Là-bas, l'eau est polluée par des PFAS. Voilà 1 an qu'il est interdit de la boire au robinet. Guillaume Fariol. Juillet 2025, les préfectures des Ardennes et de la Meuse interdisent de boire l'eau du robinet dans une quinzaine de communes. Près de 3000 habitants concernés. En cause, une pollution massive de l'eau et de l'environnement par les polluants éternels. Pendant des décennies, une papeterie de la région a épandu sur les terres agricoles des bouts d'épuration chargés en PFAS. Sur place, immense inquiétude des habitants. Pas que dans 5 ans, ils leur trouvent tous des cancers, puis qu'après on fasse le lien que ça soit du PFAS, quoi. Ça travaille. Après, maintenant, il est trop tard. Depuis plus d'1 an, les élus locaux se battent pour faire reconnaître leurs préjudices et pour trouver des solutions. Parmi eux, Annick Dufis, maire de la petite commune de Malandry, mène le combat. On a tout de suite compris que c'était une catastrophe qui se battait sur nous. Nous avons déjà été sidérés parce que tous les rapports annuels de l'eau dans la commune nous disaient qu'elle pouvait être consommée par tous. Bactéries, nitrates, pesticides, fluor, etc. Et l'eau était vraiment de très bonne qualité. Elle l'est toujours si on élimine les analyses PFAS. Il y a de l'inquiétude aussi, j'imagine, pour la santé de vos administrés, pour la vôtre aussi, parce que vous avez découvert, vous,
dans votre sang un taux élevé de polluants éternels. Nous n'avons pas de normes en France, si vous voulez. Nous sommes liés aux normes américaines. Et le taux à ne pas dépasser, c'est 20 microgrammes par litre de sang. Et les résultats de ma prise de sang étaient de 133 microgrammes par litre de sang. Le ciel vous tombe sur la tête une deuxième fois parce que vous vous posez des questions. Est-ce que ça va influencer sur ma santé à long terme? Est-ce que je vais attraper les maladies? On pense tout de suite au cancer. Et on sait que les PFAS, on continue à en absorber aussi dans l'alimentation, en utilisant des produits cosmétiques, etc. Donc, on voit bien en fait que on n'a pas beaucoup de solutions et que là, il y a un vrai enjeu de santé publique. Est-ce que dans cette crise, vous vous sentez suffisamment soutenu? Au début, nous nous sommes sentis abandonnés parce qu'on nous disait c'est à vous de remettre l'eau en conformité, de payer tous les frais pour le coût de la dépollution. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait puisque nous n'étions pas responsables de cette pollution. Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire et de continuer parce que le droit à un environnement sain, ça concerne tous les citoyens. Et nous n'étions surtout pas responsables de cette pollution-là. Il fallait quand même s'adresser aux pollueurs. Donc, nous avons continué nos démarches et nous avons remué ciel et terre. Et les médias nous ont beaucoup aidés pour que ce problème devienne un problème national. Et ensuite, ça va mieux aujourd'hui? Nous avons des petites avancées, des avancées timides. Là, nous avons surtout reçu une aide de la grande région qui devrait se concrétiser en septembre pour installer une unité de traitement dans la commune. C'est une unité temporaire, mais qui permettrait de remettre l'eau au robinet pour les habitants. C'est une solution qui est temporaire en attendant des solutions pérennes qui consisteraient à des raccordements à d'autres captages. C'est une station au charbon actif qui traiterait les PFAS directement et qui nous permettrait de remettre l'eau en conformité pour un certain temps. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui vous êtes devenu un visage de la lutte contre les polluants éternels en France? On me dit parfois, comme on le dit à mon collègue avec qui je travaille beaucoup, vous êtes des lanceurs d'alerte. Et moi je réponds, si le fait de dénoncer une atteinte à notre environnement fait de moi un lanceur d'alerte, alors là, je le revendiquerai toujours et je le revendiquerai toujours haut et fort. Avec 5 autres communes, Annick Dufis a aussi engagé une bataille en justice, une plainte contre X pour mise en danger d'autrui, en espérant pouvoir faire la lumière sur les responsabilités de chacun. La maire de Malandry, Annick Dufis, dans Ils ont fait l'actu ce matin avec Guillaume Fariol. On passe à la météo. Ils ont fait l'actu en partenariat avec le magazine Society. France Info Météo, avec Préfond, le référent retraite, épargne et prévoyance des agents de la fonction publique. Plus de 60 ans d'expertise pour bâtir une retraite solide. Préfond.fr. Et Sophie Bria, il va encore faire très chaud en Méditerranée aujourd'hui. Jusqu'à 37, voire 38 degrés localement. Je rappelle que ce sont les températures sous abri, donc à l'ombre. Les fortes chaleurs continuent à faire de la résistance, donc dans le sud-est, avec 6 départements en vigilance orange canicule, alors que sur le reste du pays, vous avez de 21 à 31 degrés. La baisse s'amorce pour vraiment s'enclencher à partir de mercredi, surtout sur une grande moitié nord, et après sur le sud. Et dans le ciel, les nuages sont encore nombreux ce matin, notamment dans le sud-ouest, avec quelques averses parfois orageuses aussi du centre jusqu'au Grand Est. Cet après-midi, on retrouve une alternance de nuages et d'éclaircies sur une grande partie du pays, avec un ciel plus couvert sur le nord-ouest et quelques orages circulent surtout sur la façade est du pays jusqu'à la montagne corse, et grand soleil près de la Méditerranée avec Mistral et Tramontane qui soufflent jusqu'à 50-60 km/h. Merci à vous Sophie Bria. Bonne matinée avec nous sur France Info. Bienvenue, il est 9h. Votre journal, bonjour Damien Mestre. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce lundi, l'incendie fixé dans les Landes. Une bonne partie des évacués vont pouvoir rentrer chez eux après 1700 hectares brûlés. Sébastien Lecornu est lui en déplacement dans le département voisin, en Gironde. Il est hué en ce moment même au port, l'une des communes les plus touchées par le méga-feu de Somos. Faites-vous partie des personnes dont les données ont été piratées sur la plateforme des impôts? Réponse à partir d'aujourd'hui. Les mails vont être envoyés
février. Direction également les États-Unis où la police de l'immigration sera bientôt dotée d'une nouvelle arme qui indigne une partie des Américains. Et puis Lens décroche le trophée des champions, victoire 1-0 face au PSG hier. Il aura ravagé près de 2000 hectares dans les Landes. Au 5e jour d'incendie, le feu qui est parti de la commune de Luglon est désormais fixé. Annonce il y a quelques minutes de la préfecture. Bonjour Grégoire Lecalot. Bonjour. Les 600 habitants qui ont dû évacuer ces derniers jours vont pouvoir progressivement rentrer chez eux. Oui, effectivement, et ce sont les deux mots que tout le monde attendait ici. Alors, pour les plaisirs, on les réécoute. Le feu est fixé. Prononcé par Stéphanie. Général de la préfecture des Landes. Le travail de So, das Feuer haben wir gefixt. Was fixen wir als nächstes, sage ich mal. Ja. Vielleicht ein kleine Bastard-Dealer, ja, sage ich jetzt mal. Der Halbasiat. Kannst du von mir aus direkt verschissen. Ja, das ist mir doch scheißegal. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind. Das ist mir doch scheißegal, ja. Nur weil er Schlitzaugen hat, ja, heisst noch gar nichts. Das heisst gar nicht, dass er irgendwie echt Asiat ist oder so. Ja. Das sind nur seine Augen. Et cette fois, ce sont les habitants du Luglon où le feu s'est déclenché qui vont pouvoir revenir. Nur seine Augen. Mais pas tous, hein. Il reste un peu moins de 300 personnes qui, elles, vont encore devoir patienter. Also le temps que les pompiers et les autres intervenants puissent sécuriser le massif. Ist ja gleich, anderes Thema. Tout de même allégé. Il reste aujourd'hui 350 pompiers à pied d'œuvre contre 550 au plus fort de l'incendie. Grégoire Lecalot en Landes avec Benjamin Troncin et une centaine de kilomètres de là en Gironde. Ah, du Oli da, schau jetzt. 6 ministres aux côtés de Jetzt Sébastien verletzt Lecornu sich qui der font le Oli. déplacement aujourd'hui pour afficher la volonté du gouvernement d'aller vite en ce qui concerne la reconstruction dans les communes les plus touchées comme au Porge. Le Porge où Sébastien Lecornu vient d'arriver et où il fait face à une manifestation de plusieurs dizaines d'habitants qui eut le Premier ministre et dénonce l'inaction. Weißt du, am Schluss sagt es noch von dir, du 40-Jähriger, gang am 60-Jährigen zeigen, wie man das und das macht. Sag, fuck you! Verschüss die Leute doch einfach jetzt, die sind eh für nichts zu brauchen. So wie der Guido. Der kann nur Tomaten anbauen, sonst gar nichts. Er ist ein Fickfehler. Se sont déclarés de façon quasi simultanée hier. Les vents et la sécheresse compliquent le travail des secours, comme en Chalcidique, au nord du pays. Là aussi, des touristes ont dû fuir par la mer alors que les flammes approchaient des plages et des maisons. En Espagne, plusieurs foyers sont toujours en cours, notamment en Aragon, où sont arrivés une centaine de pompiers français. En Andalousie, en revanche, soulagement relatif pour les habitants qui avaient été évacués. Selon le chef du gouvernement régional, ils ont pu rentrer chez eux hier. Mais cet habitant de Berrocal raconte qu'il ne reste plus rien de son village. En Croatie, le feu est aux portes de la ville d'Omiš, sur le littoral. Une personne est morte, 40 autres blessés, 8 dans un état grave. Enfin, plus au nord, le Royaume-Uni lui aussi connaît un épisode exceptionnel. L'armée a même dû être déployée au pays de Galles. Au total, 568 000 hectares ont brûlé dans l'Union européenne. C'est 2 fois plus que la moyenne de ces 20 dernières années. Das ist unser Bundesrat. Ja. Isabelle Labéry. France Info 9h04, Damien Mestre, plusieurs milliers de personnes vont recevoir un mail des impôts. Un mail assez inquiétant puisqu'il indique que certaines de mes personnels ont été piratées, comme 700 000 personnes particuliers ou entreprises, conséquence d'une faille de sécurité et d'une cyberattaque au mois de juin dernier révélée la semaine dernière. Une cellule de crise interministérielle doit avoir lieu aujourd'hui, Louis Billien. La moitié des 700 000 personnes concernées sont des particuliers. Jetzt ist der Bundesrat gut. Les autres sont des Sag ich ja. Le ministre des Comptes Der Bundesrat ist gut, ja. Sag ich ja. Wenn ich schreie, ist es noch ernster gemeint, ja. Das ist gut, ja. Das ist ein gutes Zeichen, sag ich. En revanche, c'est le nom, l'adresse, le revenu fiscal de référence, le taux de prélèvement à la source. La direction des impôts avoue que le hacker est passé sous les radars. Le ministre reconnaît une grosse faille de sécurité qui s'explique notamment par des moyens insuffisants. On est dans un monde où la cybercriminalité ne cesse d'augmenter. On utilisera d'ailleurs des outils de plus en plus perfektioniert. Weißt du, der Röst, jetzt fährt er wieder irgendwo an. Die fahren die ganze Zeit irgendwo an. Aber wieso eigentlich? Das wäre gar nicht nötig. Mach doch einfach WhatsApp. WhatsApp gibt es seit über 20 Jahren.
qu'il faut pouvoir faire, c'est continuer à agir en permanence. L'audit va avoir lieu pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. En fonction du résultat, le ministre va demander dans le prochain budget plus d'argent pour la sécurité informatique des services publics. Précision signée Louise Bulliens. À l'étranger, aux États-Unis, précisément, une nouvelle arme qui inquiète les opposants à Donald Trump. Une sorte de taser électrique, mais directement intégré à une paire de gants. Voilà ce qui doit faire partie bientôt de l'équipement. Ja, der Maurer hat sich fast selber verschossen, kann man sagen. Ja, kleine Teller, komm. Das ist da rumjammern. Nein, hör auf rumjammern, du. Jeder Guido muss dann so poltern. Ja, komm, hör doch rumjammern, du. Nein, du. Du blöde Linke, du, ja, sag ich einmal. Des gants, NJ, elle, trouve ça révoltant. Elle vient du Honduras. Ils nous traitent comme des animaux. Vu la manière dont agissent les agents de ICE, t'as besoin d'être en situation délicate pour se sentir menacé. Explique Maria. Ouais, on a tous peur. Ce n'est pas un combat égal. Tu ne peux pas te défendre. Ne te laisse pas parler, leur dire que tu es en règle. Certains aiment l'usage de la force. Ja. Weißt du, wir sind einfach Pets von den Amerikanern im Endeffekt. Auch der Maurer, schau mal, der ist nur ein Haustier. Jusqu'à 20 millions de dollars pour ce nouvel équipement. Ces électeurs démocrates, ils voient un signe de plus de la dérive de l'administration Trump. C'est tellement cruel. C'est quoi le besoin? La violence, elle vient de l'ICE, de personne d'autre. Le fabricant explique que les gants à décharge électrique aideront à désamorcer les situations à risque. Est-ce que c'est mieux que de les tuer? Oui, évidemment. Mais est-ce que c'est une solution? Non. Monica vit au Texas et est à frontalier du Mexique. Le mois dernier à Houston, un homme a encore été abattu par la police de l'immigration. La 11e victime depuis janvier. Julie Marie Lecomte, l'une des correspondantes de France Info aux États-Unis. Donald Trump qui par ailleurs ce matin prend une certaine distance avec la Corée du Sud. Les États-Unis vont réduire considérablement leur participation à des exercices militaires conjoints, annonce le président américain, et ce en raison d'une désormais très bonne relation avec la Corée du Nord et avec Kim Jong-un. Déclaration sur les réseaux sociaux, même si les exercices militaires qui étaient organisés aujourd'hui ont bien débuté comme prévu. Les sports, Damien, et c'est une première pour le ping-pong français. Le prodige Félix Lebrun remporte hier le Grand Smash de Malmö en Suède. C'est comme remporter un tournoi du Grand Chelem en tennis. Ça n'était jamais arrivé, donc le jeune Français de 19 ans est désormais classé 2e mondial. Et puis en football, c'est Lens qui décroche le trophée des champions. Les Lensois renversent le PSG 1-0 hier soir, et ce malgré un carton rouge en première mi-temps, Nicolas Perroni. Des joueurs parisiens applaudis par leurs adversaires en allant chercher la médaille promise aux perdants. L'image est devenue rarissime, et quand les Lensois, quelques minutes plus tard, soulèvent le trophée dans les tribunes, Denis n'en revient pas. On s'y attendait pas quand même, là, parce qu'il y avait du niveau en face, quand même. On a souffert. C'est là qu'on voit qu'on est à Lens, quoi, en fait. Donc il y a du cœur pour avoir une belle saison. C'est vrai, reconnu et Robin Risser par un trophée au mois d'août. Dans l'histoire du club, c'est le premier champion, c'est pas minimiser cette victoire, chaque truc compte. C'était un match très difficile contre l'ogre parisien, donc on est très content d'avoir remporté ce match. Sur les 14 derniers trophées des champions, c'est le 2e seulement que le PSG laisse filer. Mais l'ogre n'avait pas vraiment d'appétit hier soir, et c'est le plus affamé des deux qui a gagné, savoure le nouvel entraîneur lensois, l'Allemand Dino Topmöller. Nous, on ne peut jamais garantir le résultat, mais si on se donne à fond avec ce public, on peut battre ici tout le monde. Ça tombe bien, car Lens retrouve la Ligue des Champions cette saison, la compétition pour laquelle le PSG, cette fois, devra vraiment être prêt. Nicolas Perroni. Et c'était le journal de Damien Mestre. Merci à vous, Damien. Sophie Bria, bon, dites-nous, aujourd'hui, on va encore avoir un petit peu moins chaud et même un peu d'agitation sur certaines régions. Oui, surtout sur toute la partie est du pays, des averses parfois orageuses circulent actuellement. Das sind Fahrer von den Autos, ja. Est jusqu'aux Alpes du Nord. Ich weiß auch nicht, ja. Le long de la frontière. Sag mal, ABC, ist gut die Antwort gewesen. Les averses orageuses vont vraiment s'intensifier et s'étendre de l'est du Massif central jusqu'aux Alpes du Sud, jusqu'au Jura, et des averses circulent toujours sur les frontières du Nord et même aussi sur l'est de la Corse. Partout ailleurs, le ciel est plutôt variable, alternance de nuages et éclaircies, un peu plus nuageux sur la Bretagne cet après-midi, et en Méditerranée, un soleil avec Mistral et Tramontane et de fortes températures jusqu'à 37-38 degrés, partout ailleurs de 21 à 31 degrés. Merci Sophie. L'œil de Julie, toute la semaine sur France Info. Bonjour, c'est Julie Vialon.
tout l'été, on se retrouve chaque matin pour continuer à décrypter la pop culture et nos réseaux sociaux, déceler les tendances 2.0 et ce qu'elles disent de notre société. À 7h55 et 9h55, l'œil de Julie avec Julie Vialon sur France Info. À tout à l'heure. Et il est 9h11 sur France Info. Après l'enfer, la reconstruction, le Premier ministre en Gironde aujourd'hui, les attentes d'un élu dans quelques secondes, dans 5 minutes à présent. Nous serons dans un département de Rivière qui se retrouve à sec. Reportage dans le Jura, qui je vous donne un autre élément de notre programme. 9h20, la France a-t-elle déshabillé sa propre sécurité civile pour donner de l'argent à la sécurité civile tunisienne? Vérification dans le vrai ou faux. Merci d'être avec nous. France Info, 7h-10h, avec Lionel. Nous prenons la direction d'une région traumatisée par le terrible incendie de Gironde qui a sévi mi-juillet. C'est là que se trouve en ce moment même Sébastien Lecornu avec 6 autres ministres. Aujourd'hui, le Premier ministre est arrivé il y a quelques minutes dans la commune du Porge, commune où les 3/4 des maisons d'habitation ont été détruites. Et d'ailleurs, c'est sans doute une preuve de la colère qu'il y a sur place face peut-être à la réaction de l'État. Eh bien, le Premier ministre a été hué, c'est ce qu'indique un journaliste de l'AFP sur place. La reconstruction, évidemment, va donc être à l'ordre du jour. La reconstruction des maisons, la reconstruction économique, la reconstruction des forêts. On en parle avec vous. Bruno Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Biganos sur le bassin d'Arcachon, président de DFCI Aquitaine Défense des forêts contre l'incendie. On va évidemment parler de l'enjeu forestier, de la manière dont on peut les gérer, dont on peut les protéger. D'abord, en fin août, quasiment fin août, c'est quoi la première urgence à laquelle le Premier ministre, à laquelle l'État doit répondre? Écoutez, moi je pense qu'il a besoin au niveau national de faire prendre en compte par une cause nationale la problématique des feux de forêt en France. On l'a vu dans notre massif, mais c'est partout en France où les massifs forestiers sont en feu, avec des proportions différentes. Mais aujourd'hui, il faut que cette cause soit entendue jusqu'au plus jeune âge, c'est-à-dire dans les écoles. Mais bref, il faut que l'ensemble des concitoyens français considèrent aujourd'hui qu'on ne vit plus à côté d'un massif forestier, qu'on vit dans les ont changé, les conditions ont changé, et aujourd'hui, il faut vraiment que ça se diffuse dans l'ensemble de notre société, et pour ça, il faut vraiment que les feux de forêt soient devenus. Ça veut dire quoi très concrètement quand on dit cause nationale? On sait que dans le sud, par exemple, effectivement, dans le sud-est, les gens sont habitués à voir... Die hat so herzig ausgesehen damals noch. Schau mal, wie herzig die aussieht. Die 12. Also die ist mindestens 40 gewesen, sag ich mal. Vom Ranzen her, ja. Mais d'abord parce que vous l'avez très bien dit, der Neuberg ist schon Jahre 40 gewesen zu dieser Zeit, schätze ich mal. Dans les baies de la Ciotat ou dans les autres baies, et donc on voit ces engins, et puis ensuite, dès qu'il y a des risques particuliers, on ferme des endroits. Il en est de même dans le sud-ouest, on a commencé, nous, avec des arrêtés préfectoraux qui ont besoin d'être améliorés, mais quoi qu'il en soit, on commence à arrêter des activités et on fait en sorte qu'on ne peut pas aller sur tel ou tel site. Il en est de même sur d'autres forêts françaises, ce sont des éléments de contrainte, mais également d'éducation, et tout cela a besoin d'être mis en route. Et cela a besoin d'avoir une communication. Ja, die Kinder will wieder in die Schule. Du laufst da der Hauptstraße entlang, ja. Masken gibt es nicht mehr, ja, Corona ist vorbei. Wenn du die Maske anlegst, kommst du in die Psychiatrie, einfach, dass es mal klar ist, ja. Machen wir immer noch, ja, genau. Autos sind gut, das ist gut, ja, 50. Ja. Albert Tröst, ja, Albert. Der Albert. Albert Trösti, du Hurensohn! Schau, jetzt kannst du mich versorgen. Jetzt kannst du Militärstrafrecht vielleicht machen. Jetzt kannst du es vielleicht! Et là, il faut quand même se dire qu'il y a des améliorations à avoir. Il faut que nous entretenions beaucoup mieux ce que nous faisions déjà par le passé. Aber vielleicht auch nicht, ja. Ce sont les pare-feux. Bist schon mal Militär gewesen, ich weiss nicht. Pour arrêter le feu, ça c'est autre chose. Mais il faudra voir dans das ist eben das, wenn du im Militär bist, wirst du versorgt, wenn du schreist. Nur im Militär darf man schreien. Oder wenn man Polizist ist, plötzlich. Praktisch, sag ich mal. Wenn man Polizist ist, und nachher hat es einen gefährlichen Mensch, sag ich mal. Auch wenn es eine Frau hat, darf man schreien. Ja. Des espaces plus grands, mettre des lisières de feuillus, nous sommes complètement conscients qu'effectivement nous pouvons mettre du feuillu. On ne peut pas transformer
une économie de 10 milliards d'euros et 60 000 emplois du jour au lendemain. Nein, der Rösti, von mir aus muss überhaupt nicht sterben. Muss nicht sterben. Es langt, wenn einfach abdankt, von mir aus. Ja? Aber ich bin ja nicht der Einzige, der so Sachen, sage ich mal, eine Meinung darüber hat oder so. Nous devons protéger les lagunes, faire en sorte que l'eau ne s'écoule pas aussi vite comme on le faisait par le passé, parce qu'il y en a un peu. Donc tout ça doit se travailler, et pour cela, nous avons besoin das ist ein scheiß jüdischer Staat, ja. Juden hat es echt in diesem Parlament. Das sind 100% Juden, ja. Es sind 2, 3 vielleicht, die keine Juden sind, glauben Sie. Alle schwimmen in der Kohle, alle von diesen Arschlöchern. Und alle machen zu viele Investitionen. Und alle sind Hurensohn, das auch noch. Und das ist eigentlich das kleinste Problem, sag ich mal. Aber es ist eben auch ein Problem. Ja. Das ist ein grosses Problem. Je pense que ce sont, quand on débroussaille, ce n'est pas défricher qu'il faut compenser. Und am Montag ist alles ein Problem, ja. Es ist einfach so, ja. Je dirais financier de pouvoir mettre de l'argent dans des études dont nous savons parfaitement qu'effectivement on va déplacer un peu de biodiversité, mais c'est pas regarder beaucoup. Vous croyez que les 42 000 hectares qui sont complètement sacrifiés quand vous traversez cette langue, que ce soit en Gironde ou dans les Landes, qui est complètement consumée dans les arbres, ça ne ressemble plus à rien. Bien sûr que dans 2-3 ans ça ira mieux, mais il vaut mieux consacrer un petit peu de biodiversité et un peu d'environnement pour pouvoir garder le reste. Ja, du hast sie schnell versorgen, ja. Ja, kurze Fixation von 48 Stunden ist auch legal, sag ich mal. Dr. Schleuser. Aber der heisst jetzt nicht mehr gleich, der wechselt alle Jahre den Namen. Weil der ist der Aargau Schweiz, ja, sag ich mal. 50% dans votre département depuis fin juillet. Il y a des craintes, évidemment, que la catastrophe... Scheißegal, bring sie alle um, ist mir doch scheißegal. Du côté des chefs d'entreprise, du côté des restaurateurs, du côté des hôtels, soit une catastrophe... Ist mir doch scheißegal, wer das gehört, ja. Es ist mir doch scheißegal, du kennst mich ja. Bring einfach alle um, ja. Ich bring keinen um, aber du. Du bist es. Du bist es, du Fickfehler! Du dreckiger rechtsnationaler Trottel, ja. Du hirnloser Bastard. C'est revenu un peu, mais ce qui n'est pas réalisé en chiffre d'affaires ne reviendra pas, et c'est pour ça qu'il y a cette baisse. Parce que ce sont les périodes dans lesquelles où il y avait le maximum de touristes, et c'est là où les entreprises font le chiffre d'affaires de l'année pour certaines. D'où la nécessité notamment de prêts garantis par l'État, c'est ce qui est demandé. Tout à fait. Et tout à fait. Puis par rapport aux salariés, etc. Donc il y a toutes ces demandes qui sont faites par les autres catégories, qui seront faites ce matin au Premier ministre et qui sont très importantes parce que, comme vous l'avez dit, certaines ne passeront pas l'été. Merci à vous, Bruno Lafont, maire de Biganos, donc sur le bassin d'Arcachon, et président de DFCI Aquitaine, Défense des forêts contre l'incendie. À 9h18, nous allons continuer de parler de ces événements climatiques, effectivement, qui se multiplient. La sécheresse, d'ailleurs, qui a pu causer dans certaines régions des incendies. Sécheresse qui sévit aussi dans des départements qui sont habitués à avoir beaucoup d'eau, à avoir des cascades, des lacs, des rivières. C'est le cas, par exemple, du Jura, qui a été plusieurs jours en vigilance canicule dans ce département. Habitants, touristes, aussi bas. Écoutez le reportage de Sanche. Perché sur le pont du Grand Saut sur la route des lacs, la cascade du Saut Girard est devenue une petite mare verte. Also ja, müssen würde ich jetzt auch nicht sagen, ja. Sur le pont sur le dessin, il y a une cascade. Elisabeth et sa famille, dépitées, repartent en voiture après être restées moins de 5 minutes sur place. Frédéric, un touriste habitué du Jura, observe ce paysage qu'il ne reconnaît pas. Habituellement, sur cette période de l'année, c'est pas le moment où il y a le plus d'eau, mais là, pour le coup, elles sont vraiment à sec, quoi. Il y a aucun filet d'eau, donc c'est alarmant. Ça fait 4 fois que je viens dans la région, c'est la première fois que je constate un état de sécheresse dans le département du Jura aussi important. Les cascades du Hérisson sont quasiment à sec depuis juillet, c'est très précoce et les commerces le ressentent. Camille est gérante du café Le Comptoir des Cascades. On observe effectivement une baisse de fréquentation depuis le mois de juillet. Notre mois de juillet était très très calme comparé aux autres années où d'habitude juillet c'est là où le chiffre d'affaires bat son plein. Un peu plus bas au lac d'Illet, à côté du village Le Franois. L'eau est bleu clair à 25 degrés, les vacanciers y habitant se baignent, jouent, mais le niveau est bas. DJ est sur sa chaise de camping installée sur les cailloux, là où le lac est censé arriver. L'eau est beaucoup plus basse, il faut compter 1 mètre de plus à peu près qu'aujourd'hui.
Il y a moins de baigneurs que d'habitude. De l'autre côté, une quarantaine de personnes profitent de la plage qui s'est agrandie. Il faut marcher environ 20 pas de plus pour atteindre l'eau. Nicolas vient de sortir de sa nage et s'enveloppe dans une serviette. Originaire de Dole, il est un habitué des baignades depuis tout petit. Ça rend très triste parce que c'est des choses qu'on peut voir depuis qu'on est enfant et on a l'habitude de voir des niveaux plus hauts, de voir les rivières qu'on connaît suffisamment larges et puis là on s'y baigne, on a à peine aux pieds. Gérard, un pêcheur champagnolais, remet même en question son activité. Au point de vue des rivières, je dirais que ça devient catastrophique, dramatique. Je ne pêche pas quand je vois l'état des rivières, je ne peux pas les pêcher. Et la grande majorité est unanime. C'est inquiétant. On ne sait pas comment, de quoi demain sera fait par rapport à ça justement. On se pose des questions oui, pour le futur, pour nos enfants, ce qu'on leur laisse en fait. On a le reportage aux cascades du Hérisson signé Roman Salch ici, Besançon pour France Info. France Info, 7h10. À suivre, la France a-t-elle vraiment donné des dizaines de millions d'euros à la sécurité civile tunisienne? C'est juste après l'info en 1 minute, 9h21, Marie-Marty-Rossian. Dans les Landes, plus de 200 habitants évacués peuvent désormais rentrer chez eux. Annonce de la préfecture ce matin, l'incendie est désormais fixé. Il ne progresse plus, mais il n'est pas encore éteint. Près de 350 pompiers donc poursuivent leur travail. Par ailleurs, 3 départements sont placés aujourd'hui en risque très élevé pour les départs de feux de forêt. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, départements où il va encore faire chaud aujourd'hui, mais la vigilance orange pour canicule doit se terminer demain matin. Un homme de 65 ans devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il est accusé d'avoir tiré à la carabine près de plusieurs enfants qui jouaient au ballon tout en proférant des injures racistes envers eux, des faits qui remontent au printemps dernier. Le prévenu encourt jusqu'à 4 ans de prison. Une dernière médaille pour la France en clôture des championnats d'Europe d'athlétisme, et elles sont en bronze pour Hilary Kpachka au saut en longueur et Baptiste Thierry au saut à la perche. La France qui termine donc avec 11 médailles. Marie nous parlait à l'instant effectivement des incendies dans les Landes. On a parlé aussi de celui en Gironde. Et c'est une question qui est revenue tout l'été. Nos pompiers, notre sécurité civile ont-ils assez de moyens? Bonjour Marion Aquilina. Dans le vrai ou faux ce matin, on vérifie. Gabriel Attal, alors Premier ministre, a-t-il donné 50 millions d'euros pour la sécurité civile? Non pas française, mais tunisienne. C'est ce qu'a déclaré Edwige Diaz, députée RN de la Gironde et vice-présidente du Rassemblement national, invitée de France Info vendredi matin. Elle regrette le manque d'investissement du gouvernement dans les Canadair. D'un côté, on a Gabriel Attal qui nous dit on va enlever 50 millions d'euros sur le budget de la sécurité civile. Concomitamment, il donne 50 millions d'euros pour la sécurité civile tunisienne. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. La France n'a jamais donné 50 millions d'euros pour la sécurité civile tunisienne. C'est un prêt de l'AFD, l'Agence française de développement, pour développer les moyens alloués à la protection civile, ce qui correspond dans ce pays aux sapeurs-pompiers. C'est une somme que la Tunisie sera amenée à rembourser et selon nos informations, le taux du prêt est d'environ 3%. Quant à l'autre déclaration d'Edwige Diaz, Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, a bien signé un décret annulant des crédits à hauteur de 53 millions d'euros destinés à l'acquisition de 2 Canadair. Bon, est-ce que cet argent pour la Tunisie, ce prêt donc, les Français auraient pu en bénéficier? Non, et pour le dire simplement, l'AFD ne fait pas de la charité mais des investissements. C'est une banque qui finance des projets essentiellement à l'étranger autour de l'égalité femmes-hommes, la santé, l'éducation ou encore le climat. Dans ce cas précis, la Tunisie a décidé de moderniser son dispositif de secours après les inondations qui ont fait 5 morts dans le nord-est du pays en 2018. L'AFD explique que les 50 millions d'euros du prêt sont issus à 100% d'emprunts auprès d'investisseurs privés et de fonds de banque centrale. À côté de ça, l'État français participe comme un apport pour faire baisser le taux d'intérêt. Oui, les contribuables français payent pour les pompiers en Tunisie à hauteur de 500 000 euros par an, soit 10 millions d'euros sur 20 ans, la durée du prêt. Cela représente une dépense de 14 centimes d'euros par Français en 20 ans. Bon, donc il y a quand même bien une dépense, mais est-ce qu'il y a des retombées pour la France ou pas? Oui, l'expertise française est extrêmement reconnue, au point que sur l'ensemble des projets où l'AFD a investi en Tunisie, 64% des entreprises qui ont décroché les contrats sont françaises. Enfin, si un jour une catastrophe naturelle devait survenir en France,
L'unité spéciale des pompiers en Tunisie pourrait alors venir en renfort. Merci à vous Marion Aquilina, c'était le vrai ou faux? Belle matinée avec France Info, les 9h25, il fait 19 degrés à Honfleur, où vous nous écoutez sur la fréquence 90.9. Et comme chaque matin cet été, c'est destins qui font l'info. Ce matin, le destin d'un des hommes les plus puissants au monde. Il règne sur 1,4 milliard de Chinois, qui est Xi Jinping, président à vie, au cœur d'un système verrouillé. Voici ce matin le premier épisode. Xi, une main de fer sous un sourire de Joconde, récit d'Olivier Poujade avec Alex Comaza. Je jure de préserver les secrets du Parti communiste. Je jure de lutter pour le communisme. 2012. Xi Jinping prête serment pour la première fois. Point levé, visage impénétrable, il vient d'être désigné secrétaire général du Parti communiste chinois. À chacune de ses sorties, Xi Jinping travaille cette image de guide protecteur. Il faut garder toujours à cœur le bien-être du peuple, avoir assez à manger, rester au chaud. Ces objectifs ont été atteints, n'est-ce pas? Vous avez tous une assurance maladie, n'est-ce pas? Comme ici en octobre 2022, dans la ville de Yan'an. Un discours en extérieur, Wenn du geschaut, sage ich ja. Ob wir genug gegessen hat, sage ich. Das hat man schon, ja. Das ist sicher. Und das ist gut. S'agissant des politiques et des mesures mises en place par le comité central du parti, nous regardons comment vous réagissez. Est-ce que cela vous fait pleurer ou sourire? Les habitants acquiescent. Nous rions tous les jours. Si ça vous fait pleurer, alors nous devons y prêter attention et corriger ce qui doit l'être. Le Parti communiste est le parti du peuple. Il est là pour agir au service du peuple. Les réseaux sociaux abondent de montages vidéo de propagande à la gloire de Xi Jinping, leader de la nation chinoise, mais également fer de lance d'un nouvel ordre mondial articulé autour de l'acronyme BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cette alliance représente aujourd'hui plus d'un tiers du PIB mondial. C'est mieux que le G7, les 7 premières puissances de la planète. L'organisation BRICS réunit désormais plus de la moitié de la population mondiale et compte 10 pays membres, parmi lesquels le Brésil de Lula et de Dilma Rousseff. Ce que j'aime avant tout, c'est la façon dont il a développé la Chine, sa capacité à développer son pays en si peu de temps. Il a compris Türken und Türkinnen, ja. Sehr geehrte Türken und Türkinnen. Sag ich immer. Guten Tag. Xi Jinping, leader naturel d'un monde émergent, raconte selon sa propre pensée.